Bien, bonjour à tous. On demandera aux organisateurs la prochaine fois une salle plus grande. Merci d'être présents. Merci d'être venus nombreux. Je crois que vous avez bien fait parce que le sujet, il n'est pas que d'actualité. C'est un sujet passionnant qui prépare notre terrain de jeu à nous tous pour ce qu'on appelle la ville de demain, mais qu'on appelle aussi smart cities et à partir des smart grids et par rapport à une problématique d'écoquartier. Alors justement, le sujet aujourd'hui, c'est est-ce que l'écoquartier est la bonne maille d'une ville pour qu'elle soit intelligente et durable, bien sûr, parce que ça va avec. Hein. On en parle pendant tout au long de du salon. Et en même temps, quel est le rôle des smart grids et c'est quoi les smart grids pour faire justement un cadre de vie attractif, intelligent et autres. Alors pour traiter de ces sujets en 45 minutes, ce qui est une performance, mais vous allez voir, on va y arriver. Donc j'ai le plaisir et l'avantage d'avoir donc un panel d'amis, hein, parce qu'avant tout, c'est important aussi de se sentir bien pour avancer ensemble sur ces sujets-là. Donc Alain Bourdin, qui va montrer qui il est parce qu'il n'est pas forcément dans l'ordre. Donc sociologue urbaniste, professeur à l'Université de Paris et qui aussi est directeur de la revue internationale d'urbanisme qui sort cette semaine. Donc je vous recommande de vous la procurer en ligne. Voilà. Ensuite, Christian de Villers, j'allais dire qu'on ne présente plus. Merci d'être présent. Donc, il est architecte urbanisme qui a réalisé de nombreux programmes en France et à l'étranger. En plus, Servan Lassire, qui est donc responsable du pôle R&D de Bouygues Construction. Au passage, je remercie d'ailleurs le groupe Bouygues d'avoir organisé cette session. Hein. Si vous voulez en savoir plus, il y a un gros stand pas très loin. Et en même temps, je crois que tu es responsable R&D de Bouygues Énergie Service, mais surtout responsable de quartier ville durable dans Bouygues Construction. Et enfin, Eric Lelgen, président et directeur général d'Ambix, qu'on ne présente plus, qui va présenter peut-être lui-même en 2 mots, voilà, qui est spécialisé aussi dans cette problématique-là. Donc on va démarrer justement par Eric, parce qu'en fait, on va rentrer rapidement dans le vif du sujet parce que effectivement, on n'est plus vraiment dans la technique. Les techniques aujourd'hui existent et la problématique des villes dans lesquelles on va vivre demain, elle est autre chose que technique, même si la technique reste quand même importante pour notamment le numérique, puisqu'on parle aussi beaucoup numérique. Eric, je te passe la parole très vite pour que tu nous poses le problème, parce qu'une fois que le problème est bien posé, il est plus qu'à moitié résolu. Donc merci Jean-Marc, merci à tous d'être venus nombreux nous écouter. Donc déjà le panel que vous avez autour de vous va donner le ton finalement de notre présentation. Le smart grid, le terme est très technique, j'y reviendrai, probablement pas très bien choisi. Et nous on ne veut pas en faire un sujet technologique, on veut en faire un sujet accessible à tout le monde, accessible à l'aménageur, accessible aux citoyens. Donc le premier point, avant d'aborder le passage, je dirais, du smart grid à la smart city, c'est de bien définir le smart grid, de bien définir déjà son périmètre. Aujourd'hui, on parle de smart grid à différents périmètres. On en parle au périmètre du bâtiment, de l'écoquartier, de la ville, voire du continent. Les sujets de super grid avec les lignes à courant continu qui permettent de transférer de l'énergie de pays à pays, c'est aussi du smart grid. Donc aujourd'hui, assez volontairement, on va plutôt se focaliser sur le quartier parce qu'on pense que c'est une maille qui fait sens pour la gestion intelligente de l'énergie, j'utiliserai beaucoup plus ce terme que le smart grid, qui fait sens parce qu'elle permet de mutualiser de l'énergie entre usages différents, entre du tertiaire et du résidentiel, et elle évite le tout centralisé qu'on a connu en France avec son corollaire, je dirais, le surinvestissement dans le réseau, et puis elle évite à l'opposé, je dirais, le surinvestissement dans le bâtiment, c'est-à-dire cette volonté que mon bâtiment devienne autonome. BPOS aujourd'hui, peut-être autonome demain. Donc tous ces sujets-là sont, je dirais, adressés correctement à la maille du quartier où on va essayer de trouver cette gestion intelligente. Donc une fois le périmètre défini, le deuxième point important, c'est que le smart grid doit se traduire en données économiques. Le smart grid, ce n'est pas un sujet d'ingénieur, ce n'est pas un sujet de démonstrateur subventionné à 50 millions d'euros. C'est un sujet qui doit trouver sa logique économique. C'est-à-dire, logique économique, ça veut dire que l'habitant de l'écoquartier doit voir sa facture énergétique réduite grâce au smart grid. Sinon, le smart grid, finalement, ne sert pas à grand-chose.
Le smart grid doit aussi permettre de réduire les coûts d'investissement dans le réseau. Je cite souvent cet exemple, mais une très belle étude de l'Ofgem en Angleterre montre que le smart grid, ça peut être 20% de coûts de réduction sur les infrastructures réseau. À l'échelle française, pour donner un chiffre, 20% de 7 milliards, c'est 1,4 milliard par an. 1,4 milliard d'investissement réduit, ça fait sens. Donc cette logique économique, on doit arriver à la trouver. Cette logique économique, elle doit aussi toucher l'industriel qui arrive dans un bâtiment tertiaire. Le smart grid doit lui permettre de payer une facture énergétique moins chère, peut-être en consommant moins, mais surtout en consommant mieux, en consommant au meilleur moment, en évitant les pointes de consommation qui vont se traduire par un abonnement plus cher et qui vont se traduire par des investissements réseau plus importants. Donc ça, c'est important. Ça doit passer par un certain nombre d'outils, donc des outils complexes, mais aussi des outils particulièrement simples qu'on sait peut-être moins bien développer en France qu'ailleurs, des outils de sensibilisation. Je pense par exemple à nos amis japonais qui ont d'excellents outils de sensibilisation à l'adresse des jeunes sur les problématiques énergétiques. Alors qu'en France, on adore parler de kilowatts et de kilowattheures en faisant des grands yeux noirs à ceux qui se trompent entre kilowatts et kilowattheures. On adore aligner des courbes que les ingénieurs comprennent très bien, mais on n'a pas forcément la banquise qu'ils font quand il y a une surconsommation énergétique avec le petit pingouin qui se casse la figure. Et ça, je vous dis que ça parle beaucoup plus à un petit enfant qu'une courbe avec des hauts et des bas. Donc le sujet sensibilisation est important. Le sujet ensuite plus technologique de réduction des pointes de consommation est aussi important et le smart grid doit savoir l'adresser. Alors pour essayer de le comprendre et de bien l'appréhender, ce sujet de pointe de consommation, il est pour nous important parce que si vous prenez une analogie avec une autoroute, vous n'allez pas la dimensionner pour un jour comme aujourd'hui, vous allez la dimensionner pour un 15 août où il y a beaucoup d'échanges. Mais un réseau électrique, c'est un peu pareil finalement. Le réseau électrique, vous le dimensionnez pour la pointe et plus vous réduisez la pointe, moins vous avez besoin de dimensionner ce réseau électrique. Donc traduire ça à chaque fois, ce smart grid, en éléments économiques compréhensibles de chacun. Ensuite, bien comprendre, ce salon a une vocation internationale, que le smart grid se décline différemment suivant les régions du monde. Je vais prendre des exemples très simples, je terminerai par la France. Mais si vous prenez l'exemple des États-Unis, les États-Unis ont depuis 10 à 15 ans très peu investi dans leur réseau électrique. À partir de là, ils ont des réseaux électriques qui tirent la langue. On va dire ça comme ça, qui sont sur le point de s'écrouler. Certains d'entre vous se rappellent peut-être, il y a quelques années, du blackout à New York, que pendant 2-3 jours, on a eu New York dans le noir quand même. Et le coût d'un New York dans le noir pendant 2-3 jours vaut tous les investissements smart grid. Donc des pays comme ça qui ont assez peu investi, qui ont une problématique donnée, vont évidemment aller, je dirais, avec un très grand appétit vers les solutions de smart grid, parce que les solutions de smart grid vont leur permettre de réduire les flux sur le réseau et donc de compenser finalement un sous-investissement qui est la conséquence d'une politique énergétique de ces 10 dernières années. Donc on va se retrouver dans des pays comme ça avec une forte volonté d'aller vers le smart grid. D'autres, je vais citer nos voisins allemands, ont fait le choix aujourd'hui du tout renouvelable. Derrière le renouvelable, il y a le sujet de l'intermittence. Derrière le sujet de l'intermittence, il y a le sujet du stockage. Et donc eux aussi vont aller dans le sens du smart grid. À l'opposé, je dirais presque, la France, on est dans une situation de relatif confort. On a bien fait notre travail pendant des années, c'est-à-dire qu'on a un réseau qui tient plutôt la route. Et puis peut-être, on est à Paris d'ailleurs aujourd'hui, voilà, vous êtes tous à Paris, on est un pays raisonnablement centralisé, donc on est aussi un peu centralisé au niveau énergétique. Donc on aime bien ça, et on a aujourd'hui en France peut-être une moins grande urgence. Et puis le fait qu'on aime bien un certain centralisme aussi fait que finalement, dans l'énergie, au moins dans l'énergie électrique, le péage est un peu différent. Quand vous prenez votre voiture, si vous faites un Paris-Nice ou un Nice-Nord, Nice-Sud, vous attendez à payer un péage différent. Dans l'énergie, c'est un peu différent. Que vous fassiez Paris-Nice ou Nice-Nord, Nice-Sud, le prix du péage est le même. Donc on comprend bien que ça favorise forcément l'électron qui vient de loin par rapport à l'électron local. Donc, élément important, un contexte local. Et pour finir, et pour introduire les propos de mon ami Servan, le smart grid doit enfin, pour être pertinent, ne pas se replier sur lui-même, ne pas devenir un smart grid qui deviendrait même plus un smart grid énergétique, mais quelque chose que certains appellent, je crois, Jean-Marc, les réseaux électriques intelligents, c'est-à-dire un smart grid qui, vous voyez, se replie vraiment sur lui-même. C'est vraiment pas ça qu'on doit voir. C'est vraiment un smart grid, une smart énergie, une infrastructure intelligente qui doit se mettre au service de l'ensemble des applications de la smart city. Je vais parler de maintien à domicile de la personne, je vais parler de parking mutualisé. Toutes ces applications-là, finalement, doivent reposer sur les mêmes architectures télécom, les mêmes architectures
architecture informatique. Et c'est ça qui va permettre l'économie d'échelle et qui va faire que dans un quartier demain, toutes ces solutions intelligentes vont finalement amener de la valeur, réduire des coûts d'infrastructure au sens large pour permettre je dirais une équation économique meilleure et une vie meilleure dans l'écoquartier. Voilà pour cette rapide introduction, Jean-Marc. Merci Eric, tu as été très clair. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes dans la salle. Je pense que c'est important aussi pour vous, vous captiez bien ces concepts. Parce que derrière, c'est vous, enfin je parle des jeunes, hein, qui allez les mettre en œuvre. Tu as parlé des smart grids, on va parler des smart cities, puisque l'un sert à l'autre. Donc Servent, donne-nous un peu ta vision et ta démarche, finalement, que tu engages au sein de ton grand groupe. Alors, bonjour à toutes et tous. Donc, je dirais qu'il y a plusieurs éléments. Les éléments techniques sur les smart grids ou sur le quartier sont quasiment déjà existants. D'un point de vue technologique, il n'y a pas de challenge technologique pour les réaliser. Nous, on travaille sur le stockage. On a développé des solutions de stockage avec Renault et Nissan pour le stockage électrique. Le stockage chaud, ça existe. Et savoir gérer un réseau de quartier qui équilibre du chaud, du froid et de l'électricité pour une meilleure consommation, on sait le faire. MBX travaille dessus d'ailleurs, la société d'Eric. On a d'autres partenaires qui travaillent dessus à l'étranger. C'est des solutions qui existent. Donc il n'y a pas de défi technologique. Je dirais il y a un défi de modèle économique qui n'est pas complètement résolu, et il y a un défi de modèle réglementaire. Selon les pays, la réglementation, la culture, l'existant, fait qu'on n'est pas forcément capable de faire tout ce qu'on pourrait vouloir faire au niveau d'un quartier. Ça, c'est quand même une question qui est essentielle. Je dirais, au-delà de ces défis donc réglementaires et de ces modèles économiques qui restent à préciser, parce que là aussi, comme on ne peut pas tester, je ne suis pas persuadé que tous les modèles économiques fonctionneront et qu'il faudra bien trouver là aussi localement des solutions. Ça dépend beaucoup des prix d'énergie, ça dépend beaucoup d'un certain nombre de choses. Il faut élargir le débat. Et le quartier intelligent ne se résout pas qu'à un grid énergétique tout aussi équilibré soit-il, avec des immeubles performants d'un point de vue équilibre énergétique. Le quartier, c'est beaucoup d'autres choses. Alors, je voudrais préciser deux concepts qui m'ont beaucoup frappé. Un, c'est le concept de la société 2000 watts, développé par les Suisses et par l'École polytechnique fédérale de Zurich. Je ne sais pas si vous connaissez ce concept. L'idée de base, c'est de dire, dans les années 50, on consommait 2000 watts en moyenne, chaque habitant. Dans le monde, c'est à peu près la moyenne aujourd'hui. Un Européen doit consommer en moyenne 6000 watts, tout compris, et un Américain du Nord doit être à peu près autour de 8000. Et l'idée, c'est de dire, si on veut revenir à quelque chose de cohérent, il faut revenir à 2000 watts, alors pas tout de suite, non, jusqu'à 2050, et 2000 watts avec un confort de 2050 et pas un confort de 1950. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ont défini un label qui progresse pour la construction, et puis bientôt un label pour l'exploitation des quartiers, qui dit, ben voilà, vous avez des points et il faut tenir compte de tout. C'est-à-dire, est-ce que mon quartier est bien connecté au réseau de transport en commun locaux? Est-ce que mon quartier, effectivement, économe en énergie et utilise des énergies renouvelables? Est-ce que les habitants, de la manière, les circuits courts dont ils vont se nourrir, va tenir compte de ça? C'est-à-dire qu'il y a un ensemble d'éléments, et c'est tous les éléments de la vie qui sont pris en compte. Et je trouve que ce concept est extrêmement intéressant, parce que ça replace bien le débat. Ce n'est pas seulement l'équilibrage économique du quartier qui fait que le quartier est performant, c'est l'ensemble des éléments sur lesquels on vit tout autour qui fait que c'est performant. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui est connexe, c'est de dire un quartier, c'est d'abord la vie des habitants. Et donc si on se concentre qu'à un aspect technologique de réussite de l'énergie dans le quartier, on a manqué, je dirais, 80% du but. Et là aussi, les expériences qu'on a sur des quartiers comme Eikenaut en Suisse ou Erlenmat, pareil, montrent qu'il faut des applications, il faut impliquer les habitants, il faut une vie de quartier, il faut des animateurs qui vont impliquer les habitants, les coacher au niveau énergétique, mais aussi au niveau de la vie de quartier. Il faut bien prévoir les parkings, il faut prévoir des services tout autour de ces quartiers pour que la vie s'installe. Il faut aussi prévoir les commerces, il faut prévoir tout un ensemble de choses. Et le quartier intelligent, c'est un mélange d'un côté sociologique, comment est-ce que mes habitants vont vivre, d'une implication des habitants, d'une gouvernance avec eux, et aussi d'un mélange d'applications informatiques, de services, de systèmes techniques qui vont réaliser ces services. Voilà, donc je pourrais discourir dessus, mais je crois que l'essentiel est là. On va revenir, parce que j'espère qu'il y aura des questions. Donc là, tu vas directement au cadre de vie. Alors justement, par rapport aux usages, puisque là, on parle des usages et des besoins des citoyens et des usagers. Souvent, on fait la différence entre les deux. Ça se passe comment Ça se passe
Pardon, excusez-moi, j'espère que je vais tenir. Ça se passe que je comprends bien, malgré ma faible culture technique, je comprends bien l'intérêt de l'échelle du quartier pour toute une série de choses. Mais en même temps, ce que je sais moi, c'est qu'il y a plein de gens qui habitent pas à quartier, qui habitent chez eux. Et puis que ceux qui habitent, c'est pas pareil, et que ceux qui habitent un quartier, en général, ils habitent aussi la ville, et éventuellement, ils habitent aussi l'agglo, quand il y a un grand territoire. Donc le quartier, c'est pas toujours la bonne échelle pour toute chose. C'est la bonne échelle pour certaines, et c'est pas forcément l'échelle sociale. Et ça, c'est un problème qu'il faut traiter. C'est un problème qu'il faut traiter. Et il y a une autre chose que je dirais aussi pour introduire un peu mon propos, c'est qu'il y a deux postures qui me paraissent très dangereuses. La première, c'est de dire j'ai la vérité, j'ai la bonne organisation, les bonnes technologies, donc les gens doivent changer leur mode de vie. Ça, on peut toujours attendre, hein. On ne change pas les modes de vie par décret. Et la deuxième, c'est de dire j'essaie de savoir quels sont les besoins et j'essaie de répondre aux besoins. On est entre les deux. On n'est ni d'un côté ni de l'autre. C'est-à-dire qu'on est dans un dialogue entre une offre d'organisation technologique, économique, et puis des modes de vie, et les deux s'articulent pas, etc. Alors, à partir de là, je crois qu'on a aujourd'hui des choses qui sont très intéressantes par rapport aux smart grids ou à la smart city. Ces choses, c'est qu'il y a beaucoup de changements dans les usages. Beaucoup de changements dans les usages, l'un d'entre eux étant que on a quand même beaucoup vécu dans un monde de la possession, et on est en train de sortir un peu d'un monde de la possession pour entrer dans un monde des usages. C'est-à-dire, c'est moins important d'avoir que de pouvoir se servir correctement des choses. Et ça, c'est une évolution très intéressante parce qu'elle ouvre des perspectives nouvelles. Bon, la deuxième chose, c'est qu'on est dans un monde qui est à la fois un monde d'autonomie et de coopération. Il ne faut pas délirer sur la coopération généralisée, etc., etc. Ça, c'est du délire. Mais malgré tout, il y a une tendance qui fait que si on préserve l'autonomie, parce qu'il y a une énorme demande d'autonomie de nous tous, si on préserve l'autonomie, il y a en même temps une grande ouverture à développer des coopérations, et notamment développer des coopérations à l'échelle micro. Tout ce qu'on voit dans une série de secteurs, ça montre bien qu'il y a cette tendance à la coopération, encore une fois, si on respecte l'autonomie. Et puis, une troisième chose qui va m'amener à parler d'un autre point, une troisième chose, c'est que tous, nous avons besoin de commodité. Et alors là, moi, à chaque fois que je vois les techniciens à propos de smart grids ou de choses qui tournent autour de ça, la question, c'est bon, comment on rend ça commode ? Comment on rend ça commode? Comment on rend ça maîtrisable? Et ces deux mots très, très, très importants. On a dans la consommation aujourd'hui, dans les usages, besoin à la fois de ne pas se sentir dominé et de ne pas maîtriser les choses. On a besoin de maîtriser les choses. Et en même temps, on a besoin que ce soit commode. Bon, et ça, c'est un super sujet. On peut faire plein de choses autour de ce sujet-là. Honnêtement, ça veut dire que le sujet intéressant aujourd'hui, c'est comment on fait fonctionner un écoquartier, par exemple, quand il n'y a pas les militants. Parce que les militants sont capables d'accepter un certain nombre de choses, etc. Et l'avenir, c'est les quartiers où il n'y a pas les militants. D'ailleurs, le présent, déjà, c'est les quartiers où il n'y a pas les militants. Et c'est là que ça se joue. C'est pas dans les quartiers où il y a les militants. Ça, il n'y a aucun doute. Alors après... Il en faut des militants. Quand même. Oui, il en a fallu. Maintenant, il faut des militants d'autres choses parce qu'on est déjà suffisamment avancé. Bien sûr qu'il en faut, mais peut-être sur d'autres fronts. Et donc... ça m'amène, l'histoire de la maîtrise, ça m'amène à insister sur un point, et tout à l'heure Eric a parlé de la sensibilisation au Japon. Pour moi, ça ouvre un sujet qui est très important, qui est lié à ce qu'on appelle la société de la connaissance, c'est-à-dire les partages des savoirs. Moi, je fais, alors c'est une hypothèse tout à fait personnelle, mais je fais l'hypothèse qu'on ne réussira un certain nombre de choses concernant l'énergie notamment, que si on respecte deux conditions. La première, c'est développer un vrai partage des savoirs et trouver les méthodes pour développer un partage des savoirs. Et notamment prendre en compte ces gens qui sont casse-pieds pour nous qui sommes dans les
position classique, qui sont les experts un peu autoproclamés, mais qui éventuellement savent plein de choses. On est bien obligé de les prendre en compte, on est bien obligé de travailler avec eux. Ça fait partie du dispositif de l'évolution des choses vers le partage de la connaissance. Et la deuxième condition à respecter, à mon avis, c'est de créer de l'imaginaire. Je répète ça partout, mais on a un énorme déficit d'imaginaire à propos de la transition énergétique, pour dire ça comme ça. Et si on veut mobiliser les gens, il faut fabriquer de l'imaginaire. Ça, j'en suis absolument persuadé. Et ça m'amène à mon dernier point, qui est une petite réaction sur la Smart City. J'ai commencé en disant le quartier, même si on en a besoin, hein, je ne vais pas dire le contraire. Mais la Smart City, c'est tout un tas d'échelles. C'est-à-dire la Smart City, ça joue aussi dans les services en réseau. D'abord, ça joue dans les services. Ça joue principalement dans les services, la Smart City. Ça joue aussi dans les services en réseau, ça joue dans les services de proximité, ça joue dans tout le système de services, à toutes les échelles. Et je pense qu'il y a un lien absolu entre cette question du partage du savoir et la Smart City, et qu'avec cela, et c'est là-dessus que je terminerai, se pose un problème de gouvernance majeur, c'est-à-dire que la Smart City, c'est pas que de l'empilement de technologies, d'innovation et de trucs malins, même si c'est ça aussi, c'est des systèmes de gouvernance assez radicalement différents et qu'on n'a pas encore inventé vraiment. Merci. Franchement, moi, j'en reste un peu bouche bée parce que je trouve que c'est tout à fait intéressant, avec des mots extrêmement clairs. Ça nous fait beaucoup réfléchir et je pense qu'on en a besoin. On va revenir à quelques questions après. Mais donc, après, j'ai presque envie de dire, les écoquartiers sont morts, vive les écoquartiers, quoi. Donc, justement, Christian, je vais mettre tu vas nous parler peut-être aussi de la vraie vie. Ça ne veut pas dire que ce qui a été dit avant n'était pas dans la vraie vie, mais c'est aussi important de savoir ce qui se passe dans la vraie vie avec les aménageurs. Je te laisse là. Je te donne ma place en échange. Merci. Oui, moi qui ne suis qu'un petit urbaniste, je vais vous parler de ce qui se passe dans la vraie vie. En effet, vous avez remarqué que la ville connectée, le marché mondial de la ville connectée est évalué à 1500 milliards de dollars. Ça intéresse donc beaucoup de gens, tous les grands groupes, tous les industriels. Et puis, vous remarquez aussi qu'aujourd'hui, toutes les villes de France ont un projet de smart grids. Mais on ne les a pas encore vus sortir. Alors ça viendra peut-être, mais enfin pour l'instant, il y a beaucoup d'annonces. Tous les bureaux d'études français se déclarent prêts à fabriquer du smart grids demain, etc. Nous avons la chance à Méridia qui est le cœur de l'écocité de la Plaine du Var, donc aménagé par l'EPA Plaine du Var avec Nice Côte d'Azur. Nous avons la chance de réaliser pour la première fois à l'échelle urbaine, c'est-à-dire à une échelle qui dépasse largement les démonstrateurs existants. Alors, des démonstrateurs, vous les connaissez, c'est par exemple EasyGrid, c'est tout près d'ici. Donc, c'est le groupe Bouygues. Et notamment, ça a été fait avec MBX, donc Eric Lelguen, qui est ici. Et puis, il y a Icari à Lyon, et puis il y a Nice Grid à Nice. Voilà, pour ce qui fonctionne aujourd'hui réellement. Donc, la question qui se pose, c'est moins la question technologique des smart grids, hein. Servan-Lassire l'a dit, on maîtrise la technologie, mais plutôt de sa mise en œuvre réelle dans la ville. Bon. Avec des questions qui sont plutôt de l'ordre du business model, de la réglementation, de la gouvernance et des usages. Alors c'est là-dessus que nous travaillons. Donc je suis l'urbaniste, j'ai la chance d'être urbaniste de ce quartier, avec un président de Nice Côte d'Azur, qui, ancien ministre de l'Industrie, a décidé de faire de Nice un peu le pôle de développement de cette industrie du futur, et avec l'ambition que ça soit là qu'on fixe les standards de l'industrie. C'est une chose très importante. Et dans l'écosystème autour de Nice et Sophia Antipolis, il y a tous les grands groupes mondiaux d'énergie et d'informatique et une multitude de start-up, de PME, etc., qui travaillent sur toutes les questions principalement énergétiques. Alors, il y a donc
une volonté politique. En général, ça commence comme ça. 2, il y a un processus qui s'est mis en place. Alors ce processus, il commence avec une rencontre à laquelle assistaient au moins 2 personnes qui sont ici. Jean-Marc Molina, qui avait organisé ce dîner à la Coupole à Paris, Éric Lelgouen et Laurent Schmitt, qui est un vice-président d'Alstom qui s'occupe des smart grids. Et on commence ce dîner et je leur dis, messieurs, merci beaucoup de me dire comment on met en œuvre des smart grids dans la ville. Et ils me répondent, ben justement, on allait vous poser la même question. Et donc, vous voyez, c'est eux avaient cette question-là, cette difficulté-là, comment on met en œuvre dans la réalité. Alors, réponse d'urbaniste très simple, eh ben, on va faire appel au marché public et on va lancer une petite consultation pour désigner des bureaux d'études. Et Jean-Marc donc, a rédigé un cahier des charges pour l'EPA, pour une consultation qui a été remportée de façon tout à fait régulière par MBX, régulière parce que MBX était le plus qualifié pour répondre à cette consultation. À la suite de quoi, donc, MBX, avec le cabinet d'avocats Seban, spécialiste des relations publiques-privées, a mené une étude très intéressante, très importante, sur à la fois l'architecture du smart grid, mais surtout sur le business model, ses fonctions, ses premières fonctions, et puis également sur la réglementation, qui est le grand point d'achoppement en réalité dans la mise en œuvre de tout cela aujourd'hui. Ensuite, il y a eu donc une validation, il y a eu les capacités géothermiques du site, je vais y revenir, et puis sur la fourniture énergétique. Donc les solutions qui ont été choisies à la suite de tous ces travaux, c'est la géothermie sur Naples, la plaine du Var est très abondante, et c'est le photovoltaïque avec des variantes. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que, bien évidemment, le smart grid rentre dans la ville par la question énergétique. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il va s'en tenir à ça, mais en tout cas, ça commence comme ça, et je ne pense pas que ça puisse commencer autrement, parce que là, il y a des impératifs économiques. On est, par exemple, à Nice, dans une situation péninsulaire, où la question de l'effacement à l'heure de pointe est une question très importante. Donc ça sera une des premières fonctions du smart grid. Il y a également une deuxième fonction qui va être la mutualisation et la répartition de l'énergie. Alors, de l'énergie produite localement. Donc, la boucle locale d'énergie. Alors, je vais simplement vous montrer quelques images, juste pour illustrer de ce qu'est Meridia. Donc, vous voyez, c'est ce quartier-là qui est au cœur de la plaine du Var. Les couleurs représentent des fonctions. Donc, c'est un quartier très, très mixte, très multifonctionnel. C'est une technopole, c'est-à-dire une ville, alors pour l'instant c'est 350 000, mais ça va passer à peu près à 500 000 mètres carrés de surface construite. C'est donc un grand quartier, vous voyez, c'est pas un petit démonstrateur. Un grand quartier qui va avoir pour moitié comme occupant des logements, et pour moitié l'université de Nice qui va se regrouper ici, des entreprises de technologie. Le premier immeuble on construit pour IBM, des labos de recherche, etc., etc. Donc, avec cette idée que c'est à la fois, je vais revenir là-dessus, c'est à la fois la ville des proximités, sujet très important, parce qu'un des grands enjeux d'aujourd'hui dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est la mobilité. Hein. La mobilité en ville, c'est 1/3 des émissions de gaz à effet de serre. Donc faire la ville des proximités où on a moins besoin d'utiliser sa voiture, voire plus du tout, est un impératif absolu. Et entre parenthèses, les smart grids, évidemment, ont beaucoup d'applications dans le domaine des mobilités, vous le savez tous, hein. Je ne vais pas détailler, on n'en finirait pas, c'est très important, y compris au niveau d'un quartier, dans la gestion des parkings, dans la gestion des transports locaux, etc., etc. Mais vous voyez aussi que cette question des mobilités ne peut pas être réglée à l'échelle d'un quartier, c'est une question multiscalaire. Et ça nous amène à dire qu'il n'y a pas de raisonnement intelligent en matière d'énergie ou en matière de services ou en matière d'accès aux aménités urbaines, etc., à l'échelle seulement d'un quartier, encore moins à l'échelle seulement d'un bâtiment. Un bâtiment BEPOS aujourd'hui, c'est un truc qui coûte très cher à tout le monde, qui vend le kilowattheure 10 fois plus cher que le kilowattheure nucléaire à l'EDF, et qui sert en gros à faire chauffer les câbles parce que ça produit l'énergie au moment où personne n'en a besoin. Voilà. Donc le BEPOS, c'est très bien, sauf que ça ne sert à rien.
Ça commence à servir à quelque chose quand on le met justement dans un réseau, dans un smart grid. Et le smart grid, le smart grid, c'est pas seulement l'échelle évidemment du bâtiment, ou même d'un groupe de bâtiments, c'est l'échelle non seulement du quartier, mais c'est l'échelle de toute la ville. Sachant que le smart grid, il est aussi quand même branché sur le réseau national. Vous voyez, c'est bon. Alors je vais finir vite parce que je vois que Jean-Marc s'impatiente. Bon, donc c'est la ville des proximités. Et c'est aussi une ville du partage des connaissances, de stimulation, etc., entre les gens qui habitent et qui travaillent ici. Donc un petit schéma sur lequel je ne vais pas m'étendre, pour vous dire simplement la fin de l'histoire, enfin pas tout à fait la fin de l'histoire, mais l'étape suivante de l'histoire qui est très intéressante, c'est qu'après toutes ces études, donc il a été décidé d'utiliser la géothermie sur Naples, pas avec un réseau de chaleur, mais avec une boucle d'eau géothermale tempérée, avec des pompes à chaleur décentralisées par immeuble et du photovoltaïque pour la production d'électricité. Ensuite, et ça c'est une annonce que je suis autorisé à faire par la direction de l'EPA aujourd'hui, parce que jusqu'à maintenant ce n'était pas encore débloqué, mais ça y est, c'est en train de se faire après toutes ces études. Eh bien, on rentre maintenant dans le processus de réalisation effective. C'est-à-dire qu'une DSP, une délégation de service public, va être lancée pour à la fois la boucle d'eau tempérée, les puits et la gestion de la boucle d'eau tempérée, et le smart grid. C'est-à-dire, bon, avec des compagnies qui répondront, qui sont capables de travailler sur ces deux types de réseaux. Et la deuxième, alors ça c'est évidemment une nouvelle très importante parce qu'on rentre véritablement dans la réalisation. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que ERDF, qui jusqu'à maintenant protège évidemment son monopole de la distribution d'électricité, a proposé un protocole expérimental sur Meridia, dans lequel vont pouvoir être remise en cause et expérimenter les réglementations fondamentales, à savoir qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas vendre de l'électricité aux voisins. Eh bien, ça va pouvoir se faire à des échelles qui sont encore à définir au sein de Meridia. Et les questions tarifaires suivront. Voilà, je vous remercie et je passe la parole. Merci beaucoup, Christian, de ce témoignage. Je crois que tout le monde, là, dans la salle, a envie d'aller à Nice, maintenant, du coup. En plus, il fait beau en ce moment, c'est pas comme il y a 15 jours. Donc, je pense que c'est effectivement tout à fait intéressant. Merci aussi parce que finalement, dans ce genre de projet, là, je peux un peu en témoigner, il y a la force de conviction dont tu viens de témoigner est quand même extrêmement importante, aussi importante que les élus, parce qu'on parle toujours des élus. Et c'est vrai que derrière la force de conviction, il y a un rassemblement des écosystèmes qui fait qu'on a envie de travailler ensemble, de partager non seulement la connaissance, mais de partager l'action, ce qui n'est pas toujours facile. Parce que c'est quand même bien ça les sujets. Alors, j'ai bien retenu l'imaginaire, moi. Parce que souvent, j'ai bien retenu l'imaginaire, parce que c'est vrai que des fois, on a peur de vouloir trop créer, de vouloir trop bousculer, de vouloir... Et puis finalement, quand on fait des tentatives, on voit que ça marche. Alors, j'ai envie quand même de passer, avant de vous poser des questions, j'ai envie de passer la parole à la salle, parce que je sens qu'il y a des jeunes quand même qui ont envie de poser des questions pour dire est-ce que c'est ça qui nous attend demain ? Parce que c'est vrai que ce que tu as présenté, j'espère en tout cas, va servir de modèle pour d'autres, sachant que chaque modèle, chaque ville, chaque immeuble, chaque quartier, je vois que le quartier n'est pas forcément l'échelle pertinente, et c'est vrai. Finalement, c'est l'homme avec son environnement, quelque part. Et donc derrière ça, il y a toute une série de choses où Meridia peut servir à d'autres pour aller aussi plus loin, voire peut-être faire mieux, pourquoi pas. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? C'est vrai que c'est clair partout, mais je pense que je vous ai vu très attentif. Donc je pense que c'est, à partir du moment où vous êtes attentif, c'est que vous avez envie de poser des questions. Oui. Vous vous présentez, s'il vous plaît. Bonjour, Mariam Moufak, moi je travaille chez Bouygues Construction. Et ma question, c'est ce que vous nous présentez en termes de smart grid. J'ai l'impression que ça s'applique essentiellement à des nouveaux quartiers. Et je voulais avoir une idée un peu, selon vous, de l'échelle temporelle à laquelle on pouvait espérer voir ça appliqué à des quartiers existants. Je pense à Paris parce que j'y habite. Les quatre peuvent répondre, donc ils vont... Alors, Eric. Oui, alors je vais essayer de répondre à votre question, puis ça va me permettre de répondre au scepticisme d'Alain sur le quartier.
la ville ne se résume pas au quartier et surtout pas à l'écoquartier, surtout pas au quartier neuf. Ce à quoi je crois, ce à quoi on croit, c'est que ce quartier neuf, c'est un bon élément pour faire évoluer la ville. Ce qu'on réalise aujourd'hui dans les quartiers neufs, on le réalise plus simplement que dans des quartiers existants. Mais ce qu'on réalise dans des quartiers neufs, on peut le réaliser dans de l'existant. Simplement, ça a été dit en filigrane plusieurs fois. Aujourd'hui, on a quelques difficultés de modèle économique. C'est un peu une litote ce que je dis là. Mais on a quelques difficultés de modèle économique. On les a déjà dans le quartier neuf, donc je dirais un peu a fortiori dans l'existant. Maintenant, je pondère ça aussi, parce que ce qu'on va faire dans le quartier neuf doit donner envie à la ville et doit donner envie sur le quartier existant. Sur le quartier existant, on va se retrouver finalement assez souvent, au moins sur la problématique énergétique, avec des solutions plus complexes, donc plus chères à mettre en œuvre, mais aussi et en parallèle, je dirais, avec des gains potentiels beaucoup plus importants que sur un quartier neuf. Parce que quand vous avez une passoire thermique, en général, il y a des choses plus pertinentes à faire que quand vous avez un RT 2012 moins 20 ou moins 30%. Donc finalement, c'est le quartier pour donner l'exemple et pour faire que la solution mise en œuvre ensuite essaime un peu dans la ville. C'est au moins la vision que j'en ai. On n'a pas parlé de résilience, mais je sais que c'est un sujet qui tient à cœur ces messieurs. Mais c'est vrai qu'on a l'habitude de dire souvent on construit la ville sur la ville. C'est quelque chose, c'est un concept, mais effectivement derrière il y a probablement aussi une réalité. Donc ça s'adresse à tout le monde, quoi. D'autres questions? Bonjour, Karim El Alami. Vous avez parlé vous êtes d'où? je crée une start-up en fait, dans le domaine de l'énergie et des smart grids. Pas avoir honte de le dire. Voilà, très bien. Vous avez parlé des dispositifs, des problèmes que vous avez rencontrés avec ERDF. Et justement, ma question sur les smart grids, est-ce qu'il y a des freins légaux ou des freins légaux ou de monopole d'entreprise qui en fait empêchent le développement des smart grids en France ou en Europe? C'est pas Eric qui va répondre parce que sinon on finira pas le timing. Mais non. Ouais. Alors, oui, il y a des freins qui existent dans tous les pays du monde. Je reviens de l'Asie, on retrouve les mêmes freins, les mêmes modèles en Asie, au Japon, en Corée, en Suisse, en Allemagne et en France. Il y a des monopoles de distribution qui existent, qui ont des raisons tout à fait légitimes d'exister ou d'avoir existé, qui vont qu'effectivement, quand on veut créer une copropriété énergétique ou un échange d'énergie au sein d'un quartier, eh bien, c'est pas possible, dès lors qu'il y a, en particulier en France, qu'il y a des habitants, qu'il y a des logements. Et ces éléments réglementaires qui vont évoluer, puisque sur Nice Meridia, ERDF est prêt à tester d'autres modèles, vont vraisemblablement, progressivement être vus ou évoluer. Mais la question est complexe, parce qu'il y a des côtés sociaux aussi. En France, il y a le timbre-poste, comme on dit en énergie, qui fait que le prix de l'électron, l'acheminement est le même. C'est aussi parce qu'il y a un aménagement rural et qu'il faut que l'âge ferme au fin fond du Cantal ne paye pas une énergie, un prix disproportionné par rapport au centre de Paris. Donc tout n'est pas si simple que ça, et je ne jetterai pas la pierre aux uns aux autres en disant il faut faire une remise à zéro du modèle. Tout n'est pas si simple. Mais oui, aujourd'hui, il y a des freins qui font que on ne peut pas forcément faire un modèle de quartier partout. Oui, alors en moins d'une minute, d'abord vous féliciter parce que c'est une très belle initiative de monter une start-up et dans ce domaine-là. Un conseil amical, parce que MBX est aussi quelque part une start-up. Regardez la France, mais regardez aussi un peu plus loin, regardez le monde. Ensuite, au risque de surprendre, parce que chacun attend une réponse assez convenu. Je pense qu'il n'y a pas de sujet réglementaire. Le réglementaire traduit une histoire, traduit un cheminement, traduit le cheminement d'un pays. Le réglementaire en France traduit des décisions qui ont été prises en 58 par exemple. Servant en parler, le timbre-poste, l'électricité, le réseau au même prix pour tout le monde, que vous soyez au fin fond du Larzac ou au centre de Paris. Il y a du bon, du pas bon. Il y a effectivement du bon. Socialement, c'est génial. Par contre, si ça veut dire que si vous faites un effort, par exemple en investissant dans le smart grid à Nice, vous socialisez le
surtout, quel intérêt avez-vous à faire un effort si finalement celui qui n'a rien fait en profite autant que vous? Donc vous voyez, c'est quelque part le réglementaire, c'est un faux problème. Il faut comprendre l'histoire du pays et comprendre ensuite ce qui va faire qu'à tel ou tel endroit, les solutions que vous proposez sont favorables. Oui, aujourd'hui, le smart grid a plus d'applications en Allemagne, c'est évident, parce qu'ils sont partis en plein dans le renouvelable. Pour que le renouvelable fonctionne, il faut qu'il y ait du stockage, il faut qu'il y ait de l'effacement. Oui, le smart grid a plus de raison d'être aujourd'hui aux États-Unis, parce qu'ils ont un réseau qui est sur le point de s'écrouler. Mais ça ne veut pas dire que demain, la France, parce qu'il y aura une forte pénétration du véhicule électrique, ne sera pas un territoire du smart grid. Donc regardez large, et puis ne vous focalisez pas, avant de regarder le texte de loi, ouvrez un bouquin d'histoire, ouvrez un bouquin de géo, comprenez l'histoire du pays, l'histoire économique du pays, et vous aurez les endroits sur lesquels aller. Mais ne restez pas à Paris et regardez loin. Je crois qu'il y avait une autre question là. Oui, Christian Boissavy, président de l'Association française des professionnels de la géothermie. Je ne vais pas revenir sur l'aspect réglementaire qui, à mon avis, reste quand même quelque chose de complexe dans notre beau pays. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de maîtrise du foncier également sur la plupart Enfin, c'est un problème qui me semble important. Je ne peux parler que ce que je connais. En l'occurrence, à Méridia, il y a un gros problème foncier. Le terrain est vendu à entre 800 et 1000 euros le mètre carré de terrain nu, constitué de parking essentiellement aujourd'hui. Et donc la stratégie foncière de l'EPA consiste à acheter progressivement des parcelles ou à travailler avec des propriétaires fonciers ou des entreprises qui sont là pour densifier leurs parcelles, etc. Donc ce n'est pas un plan qui s'applique après un achat complet du foncier, c'est au contraire une stratégie foncière opportuniste avec une grande flexibilité du plan, etc. Et c'est dans ce cadre-là, effectivement, que sont conçus qu'est conçu le réseau géothermal avec des puits qui sont évidemment implantés là où il faut, avec donc voilà. Et ça fonctionne. Enfin. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, moi j'ai une question parce que je voulais quand même en poser. Il y a une question ou pas? Je vois pas. Non? Parce que bon, j'entends votre point et vous dites que le réglementaire est un sujet. Alors je veux aussi revenir sur ce que je disais. Ceci étant, quand le réglementaire entraîne des distorsions, ça devient un sujet. Je vais le dire très simplement. Aujourd'hui, l'accès au réseau est source de revenus pour ERDF, filiale à 100% du groupe EDF. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème parce que ça favorise quelque part une énergie par rapport à une autre, ça favorise un compétiteur par rapport à d'autres. Donc oui, il y a aussi, enfin, je ne veux pas dire qu'il n'y ait pas de sujet réglementaire. Ce que je dis simplement, c'est que le réglementaire est souvent la conséquence d'un état de fait. Bien, moi j'ai une question, mais qui peut être un peu le mot de la fin par rapport au titre. C'est finalement, alors c'est vrai que quand on est dedans, on ne se rend pas toujours compte, mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, après, ça fait quand même 5 ans qu'on parle de Smart Grid, qu'on commence à parler aussi de Smart City ou de ville intelligente durable, est-ce qu'on peut dire que l'énergie est structurant ou pour faire des quartiers, des villes ou des métropoles où il y aura des usages? Certains qui sont plus dans la mobilité ou les transports diront que ça va être les transports. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui après un petit peu de recul? Je vais prendre un exemple. Un cas classique. On produit de l'électricité photovoltaïque sur son toit à midi. On n'en a rien à faire parce qu'on n'est pas chez soi. Donc il faut le revendre soit à une entreprise qui fait tourner ses ventilateurs, soit par exemple, et c'est un très bon exemple, à une compagnie qui loue en autopartage des véhicules électriques comme Autolib à Paris. Bon. Et les véhicules électriques constituent d'excellents stockages d'énergie. Monsieur Bolloré dit « Ma vocation n'est pas d'être un loueur de voitures, mais de fournir des solutions globales énergétiques aux villes. » Donc vous voyez immédiatement une connexion énergie-transport. On pourrait en citer beaucoup d'autres. Et là encore, on est dans la multiscalarité. Donc, et pour finir, je rappellerai ce chiffre, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, que les mobilités en ville, c'est 1/3 des émissions de gaz à effet de serre. Les consommations chaud-froid, c'est 1 autre tiers. Et le dernier tiers, c'est l'énergie grise. Bon.
Donc, voilà. Alain Bourdin, pour la dernière minute qui nous reste. Ouais, oh, merci. Et conclure. Moi, j'ai regardé un certain nombre de dossiers de TEPCV, donc on est à une autre échelle. Et on voit bien que l'énergie, ça peut être un sujet de préoccupation pour des élus, ça peut être une opportunité à saisir dans certains cas, bon, etc., etc. Mais c'est difficilement structurant tout seul. Difficilement structurant tout seul, sauf que dans le cas des TEPCV, par exemple, sans être méchant, ça peut accélérer l'égoïsme local, je dirais. Ça peut être utilisé comme ça. Et donc, on a vraiment besoin de faire passer l'énergie d'une question spécialisée à une intégration dans une vision d'ensemble. C'est-à-dire que je pense qu'il est très, très, très important de ne pas dissocier la question énergétique, mais au contraire d'en faire un élément fort d'une vision d'ensemble. Et pour l'instant, je reviens à mon histoire d'imaginaire, hein, mais pour l'instant, on est trop dans la spécialisation. Merci beaucoup. Ça sera le mot de la fin. Ça mérite vraiment des applaudissements. Je crois qu'on est dans le timing. Et donc, voilà. Donc, n'ayez pas peur de l'imaginaire, mais n'ayez pas peur de mettre les mains aussi dans le cambouis. Et il n'y a pas d'âge pour ça. Ça, je vous assure. Il n'y a pas d'âge pour ça. Donc, on peut y aller. Merci à vous tous. Bonne journée. Et j'espère à très bientôt à Nice, peut-être.